Ces jeunes femmes et jeunes hommes qui expriment ouvertement leur solidarité avec un jeune chanteur plusieurs fois accusé de viol, alors même que des procédures judiciaires sont en cours. Ces jeunes femmes et jeunes hommes ne font-ils pas partie de cette génération montante dont on attend qu'elles réussissent là où nous avons en quelque sorte échoué? Qui est responsable de quoi et dans quelle mesure? Comment sortir d'une impasse sociale et culturelle qui nous consume depuis des années par dizaines, voire depuis des siècles? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Iman Sharhaddin, je rappelle que vous êtes docteur en management interculturel et sociologie des organisations. Première réaction, premier commentaire à l'édito. Donc, dans un premier temps, je tiens à rebondir sur une phrase qui m'a beaucoup marquée, relative à la conscience collective qui reconnaît aujourd'hui le rôle et l'influence de la femme. Maintenant, cette reconnaissance, dans quelle mesure est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est étendue socialement parlant? Dans quelle mesure elle est prise en considération dans les rapports collectifs, que ce soit dans le monde de l'organisation, dans le monde professionnel ou même dans les rapports conjugaux? Et dans un second temps, au niveau de la scène publique, dans la place publique, qu'est-ce qu'on observe quant à ce rôle et quant à cette influence de la femme avec un grand F? Donc quand je dis femme, c'est abstraction faite de tout rôle. On a souvent tendance à dire non, il faut imaginer que c'est ta sœur, il faut imaginer que c'est ta fille, non, indépendamment de ce rapport personnalisé qui interagit ou alors qui fait appel plutôt à une attitude émotionnelle, s'inscrire dans une logique citoyenne et parler de la femme avec un grand F, peu importe qui elle est, incognito. Voilà. Mohamed Talal Lahlou, entrepreneur et consultant, votre commentaire par rapport à l'édito? Oui, j'ai plusieurs réactions par rapport à l'édito. Le premier, c'est que d'abord, il s'appuie sur deux hypothèses qui ne sont pas tout à fait vérifiables. C'est que nous aussi, dans notre religion, on a la question du péché originel et du fait que c'est à cause de Ève que Adam est sorti du paradis, ce qui n'est pas du tout vrai dans la conception dogmatique de l'islam. Les deux sont fautifs. Donc lui aussi est fautif. Donc du coup, le péché originel n'est pas là parce que donc déjà ces hypothèses sur lesquelles s'appuie l'édito pour dire que la religion donne un regard dégradé sur la femme, elles sont possiblement vraies dans la conception judéo-chrétienne, mais pas dans la conception islamique. Deuxième chose, c'est que on dit que certains hadiths portent atteinte à la femme. J'aimerais bien les écouter et savoir s'ils sont authentiques ou pas et lesquels. Parce que à ma connaissance, il n'y en a pas. Il y a même l'inverse. On a énormément de hadiths qui disent que Nisa shaqa iqu rijal wa la yuklimuhunna illa karim, etc., etc. Donc des hadiths qui, au contraire, al-mu'nisat al-ghaliyat, donc des hadiths qui, au contraire, posent son statut, voilà, valorise la femme dans la société. Le troisième point, c'est les interprétations hasardeuses. C'est vrai que, des fois, on a des interprétations hasardeuses. On a même des gens qui sont allés dire au nom de la religion que la voix de la femme est une awra. Donc, on a même eu ça au nom de la religion. Mais quand on dissèque un petit peu le discours, il n'est pas appuyé sur des preuves tangibles ou des hadiths authentiques. Donc, il n'engage que celui qui le dit. La question qui a été soulevée sur le délit sur le petit garçon. Moi, j'aimerais quand même leur laisser le bénéfice du doute et sortir de l'émotion dans cette question. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit, ceux qui ont été témoins, si seulement c'était une fille? On peut le voir d'une manière, sur une fille, c'est moins grave. Non, c'est pas moins grave. C'est grave que ce soit sur une fille ou sur un garçon. C'est juste que quand on a deux maladies, c'est pire que quand on a une maladie. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'une maladie, c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux dire par là? En toute logique, le mariage entre un homme et une femme, c'est la nature. Entre deux hommes, c'est pas la nature. Donc du coup, ces gens-là, quand ils ont vu cet acte, ils ont dit si seulement c'était sur une fille. Non, on dit pas si seulement c'est sur une fille, ça passe pas comme ça. Par contre, il faut dire c'est encore plus grave que ce soit sur un garçon. Mais les deux sont très graves. Les deux sont très 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 graves. Mais sur un garçon, ça veut dire qu'il n'a pas une maladie, ce monsieur, il en a deux en même temps. Donc il doit avoir deux psychologues. Donc les homosexuels sont des malades, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Donc les homosexuels sont des malades, c'est ça qu'il faut comprendre de votre discours? Ça c'est un autre débat, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais je suis convaincu que c'est contre nature. Oui, tout à fait, ça engage. Vous inscrivez ça, vous assimilez ça à une maladie? Moi, ce que je dis, c'est que c'est contre nature. En l'occurrence, un cas de pédophilie, pas d'homosexualité.
En plus, doublement malade, pédophile et violeur. Exact. Et le dernier point par rapport à l'édito, c'est que d'actes sexuels entre deux hommes ou deux hommes, enfin c'est contre nature, allez, pour pas dire maladie, parce qu'on va rentrer dans le domaine médical, c'est pas ma spécialité. D'accord. Donc je retire maladie, c'est contre nature. Voilà. Alors contre ce qu'on voit en général dans la nature, parce que certains vont vous dire j'ai vu un chien mâle avec un chien mâle, attention. Donc bref, disons que en général, pour la continuité de l'espèce, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Alors dernier point par rapport à l'édito, c'est que aujourd'hui, quand on parle de dégradation de l'image de la femme, il ne faut pas oublier qu'on est dans une société. Or, aujourd'hui, quand on a une société dans laquelle on met la femme en tenue très légère pour vendre un produit masculin, on met la femme à toutes les sauces pour vendre, pour faire des campagnes marketing, alors que des fois, ça n'a rien à voir, le produit et la femme. Des fois, on oblige les femmes à travailler alors qu'elles ne peuvent pas, ou des fois qu'elles ne veulent pas. Donc, il faut se demander qu'est-ce qui dégrade réellement l'image de la femme dans cette société, plus loin que les idées reçues. Très bien. Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines, votre commentaire par rapport à l'édito? Écoutez, moi je trouvais il y avait beaucoup de choses très intéressantes et peut-être... moi j'ai vu, au moins on pourrait rebondir sur 4 éléments qui se rejoignent quelque part. Alors d'abord, au moins en parlant, il y a une dimension monothéiste dès le départ qui est lancée. Quelque part, on se retrouve que par rapport à l'islam, christianisme ou judaïsme, on pourrait revenir là-dessus. Mais je parlerai, en termes de référentiel. En parlant du Maroc, le référentiel de la société marocaine. Donc, on peut le situer à 2 niveaux. Au niveau de la religion, au niveau de la constitution. Parce que le débat, il va se situer, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui et de demain, au niveau de ces éléments référentiels de base. Mais on sait très bien que la société marocaine se trouve au moins devant trois cas de figure. Il y a un écart entre le discours idéal ou idéalisé, par référence à l'islam, qui est une société de justice, de non-violence, de paix, de ceci et de cela. Donc c'est un discours idéalisé. Il y a un discours idéalisé par rapport aussi à la Constitution, par rapport, par exemple, à l'article 19, à l'article 20, à l'article 21, au préambule, qui parle d'égalité entre les deux sexes, qui parle de protection des individus. Et ça. Donc on est devant un discours idéalisé, autant par rapport à la Constitution que par rapport à la religion. Écart donc entre ce discours idéalisé et la pratique. La pratique dit l'inverse. On est dans une société qui produit beaucoup de violence. Et c'est là où il faudra poser la question. Pourquoi autant de violence? Alors, et un troisième élément qui me semble aussi apparaître dans cet écart, c'est les désirs des uns et des autres. Donc au niveau de la subjectivité, autant des individus et des groupes, il y a ces désirs. Alors, donc le référentiel de la société, au niveau de la Constitution, au niveau de la religion, j'ai parlé des écarts, au niveau de la violence, la production de la violence et la violence caractéristique aux femmes. Je crois que c'est important, il faudra qu'on définisse cette violence, parce que c'est à partir de la définition qu'on puisse protéger. Alors, 3, la responsabilité. Et d'ailleurs, c'est toujours par rapport à l'édito, il y a la question de la responsabilité. C'est la responsabilité de qui? Des pouvoirs publics, des médias, des acteurs militants de la société, des médias sociaux. Je crois que c'est important, ça. Et puis, je crois tous ces éléments, et là, en référence à la loi du mois de février, qui protège la loi contre la très importante. Et je crois que tous ces éléments tournent autour, quelque part, d'un enjeu de pouvoir. Et on pourrait le discuter, même au niveau de la religion. Je voudrais revenir à cette question, l'enjeu du pouvoir, et est-ce qu'il y a infériorité dans le discours religieux, ou alors au moins dans le Coran, où on est dans une forme de dissymétrie, une forme de discrimination qui dit plus un enjeu de pouvoir qu'une question ontologique. Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio. Alors, il y a 3 points très rapidement qu'il faudra, je pense, respecter ou adopter pour éviter de mal poser le sujet. Le premier est d'éviter l'anachronisme, c'est-à-dire de porter un regard moderne en partant des catégories de la modernité sur une conception du monde qui est prémoderne, qui procède de la tradition et qui a ses propres catégories et sa propre épistémée.
C'est un peu comme la question qui est évoquée tout à l'heure de la femme qui devrait être définie par elle-même, en référence à elle-même, et non pas par rapport à un statut, un positionnement. Ça part déjà du sujet de la modernité, qui est la référence de lui-même, qui est individuel. Dans la tradition, dans la prémodernité, il n'y a pas de sujet. Le sujet étant ce qui est doué de volonté et de raison, ça émerge avec la modernité, qui est individuelle dans le cas du libéralisme, qui est étatique ou racial dans le cas du fascisme-nazisme, ou qui est d'une logique de classe dans le cas du marxisme, et qui sont tous les trois les manifestations de la modernité du XXe siècle. Avant, il y avait l'être collectif, où effectivement, aussi bien les femmes que les hommes étaient définis par rapport à des schémas d'appartenance sociale ou économique ou tribale. L'individu n'existe pas. Donc aujourd'hui, dire qu'à l'époque, il y a 1000 ans, l'individu était étouffé par le groupe, ça ne veut strictement rien dire. Parce qu'il n'y a pas l'individu pour qu'il soit étouffé déjà. Le deuxième point que je voulais évoquer pour éviter un problème, c'est j'allais le dire de toute manière, d'éviter de confondre dignité et intégrité déjà au premier niveau. Ce que la dignité procède d'une souveraineté symbolique de l'être, qui est propre à tout être, pas uniquement à l'homme ou à la femme, à l'animal, à tout, et qui procède de la qualité. L'intégrité procède de la quantité et n'est pas le corollaire forcément de la dignité. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre d'un handicap, à qui il manque des jambes, n'a pas moins de dignité que quelqu'un qui a des jambes. Et donc l'intégrité de la femme, ça ne veut strictement rien dire du point de vue de la dignité. Et puis le troisième, c'est l'égalité, qui est un construit historique, social, économique, juridique, qui change avec le temps. Où l'égalité peut être pensée effectivement différemment, mais aujourd'hui l'hégémonie de la modernité libérale fait que on nous dit qu'on ne peut penser l'égalité que du point de vue de la stricte égalité telle que pensée par le libéralisme et par le féminisme libéral, qu'on aura l'occasion d'aborder après. Puis le troisième point qui est directement cité dans l'édito, c'est la question du début, du commencement et de la femme responsable de différents malheurs. Déjà, dans le commencement, en tant qu'arché, si on revient au niveau du paléolithique, les divinités étaient principalement, les déités étaient principalement féminines. C'est avec en plus, il n'y avait pas de divinité en tant que telle. Les divinités en tant que telles ne commençaient à apparaître qu'avec le néolithique, qu'avec l'agriculture, où on commence à les compter par milliers. Donc au paléolithique, il y avait un rapport à la féminité, au principe féminin. Parce que dans la tradition, même si le mot n'est pas utilisé, ce n'est pas la femme en tant que corps ou esprit ou l'homme en tant que corps, mais c'est le principe masculin, le principe féminin qui s'inscrivent dans une complémentarité dialectique et qui permettent le dépassement de chacun de ces deux-là pour fonder le couple. Mais ce qui n'est pas la négation de chacun des deux. Alors d'où l'idée du mariage, qui est une occasion de fonder. Et là, je pense qu'on sera d'accord maintenant, le mariage n'est pas naturel, c'est l'accouplement qui est naturel entre le mâle entre le mâle et la femelle, entre l'homme et la femme. Mais le mariage procède de la tradition. Sociale. Alors en tant que volonté divine du point de vue du croyant que je suis, ou en tant que produit historique de l'évolution des sociétés pour quelqu'un qui se placerait en dehors du référentiel religieux. Voilà, donc dans ce schéma, aujourd'hui, est-ce qu'on va penser la femme marocaine, son statut, son rang, son égalité, sa dignité, en partant d'un regard moderne qui n'est pas nôtre, ou va-t-on le penser d'un point de vue traditionnel pré-moderne, qui pourrait nous permettre d'aller vers une contemporanéité qui procéderait de la tradition. Non pas la tradition en tant que forme contingente, en tant que forme historique, c'est-à-dire on va porter à nouveau, on s'habiller comme avant et faire comme avant, mais parce que la vraie tradition, ce n'est pas l'adoration du passé, mais c'est l'adoration de ce qui est éternel, ce qui ne change pas. Tandis que les formes d'organisation sociale, les formes de vêtements, de codes, de rituels, changent naturellement. On n'est pas dans une forme de réactionnaire, mais dans une forme atemporelle, dans notre rapport à des constantes anthropologiques. Et puis, dernier point, rapidement, distinguer le fait religieux de la question de la structuration anthropologique des ménages et des sociétés, où effectivement on confond souvent religion et patrilinéarité, ou patriarcalité dans le cas social, où effectivement il y a autant d'islam qu'il y a de société. Je veux dire, l'islam matrilocal et matrilinéaire malais, en Malaisie, n'a rien à voir avec l'islam on reviendra d'ailleurs sur Najd, qui n'a rien à voir avec l'islam turc hanafite. Donc le problème n'est pas l'islam en tant que tel, mais c'est les interprétations. Le réagencement du discours religieux en fonction du substrat anthropologique qui va l'accueillir, qui va lui donner une forme donnée. Donc laquelle on a, donc la question qui va te poser. Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines, la femme en terre d'islam est souvent vue par des yeux, on va dire extérieurs, comme étant infériorisée, si vous voulez, entre guillemets, par rapport à l'homme. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce qu'on doit avoir le courage aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, comme le Maroc, de dire que nos sociétés arabo-musulmanes, d'une manière globale, ont participé à cette image de la femme comme étant aujourd'hui un être inférieur à l'homme?
Écoutez, moi souvent je dis que finalement la tradition islamique elle s'est instituée dans un processus historique. Il y a eu une construction. Et pour comprendre et pouvoir justement, il faudra déconstruire. Et revenir aux fondamentaux. Il faudra d'abord commencer par comprendre pour déconstruire. Bien sûr, voilà. comment le processus c'est fait. Oui. Parce que surtout en rapport avec la femme, il suffit juste, il y a deux éléments qui pourraient de l'intérieur, je dis bien de l'intérieur, c'est pas l'homme d'aujourd'hui qui essaye mais en essayant de voir les choses de l'intérieur, de me situer dans la contemporanéité d'un moment inaugural de l'islam. C'est important parce qu'il y a 14 siècles qui nous séparent. Absolument. Mais on essaye de voir comment la société des débuts de l'islam elle a institué ce rapport, comment il a été institué dans le texte révélé et dans la vie du prophète, c'est important. Souvent, on saute sur ça, on va directement dans la tradition, et justement, quand on dit tradition, dans la tradition, c'est un récit qui a été construit, par qui a eu le pouvoir de l'écriture, qui a eu le pouvoir de la transmission, c'est très important. Qui a transmis, qui a écrit, qui a pensé, qui a transmis. Et ça a toujours été des hommes. Et donc, déjà, dès le départ, on a écarté la femme et on a écarté son rôle. Alors que la femme, au moins les épouses du prophète, elles ont été à la source d'une transmission d'un certain savoir religieux. Mais déjà, excusez-moi, mais les femmes du prophète, du moins certains d'entre elles, étaient déjà en contradiction avec certains érudits de la religion. Bien sûr. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça ce que j'essaie de dire, c'est que l'élément politique est intervenu dès le départ. À partir de quel moment, pour vous ? Depuis le début. Depuis le début. Juste après la mort du prophète, il y a eu une discussion politique qui a été enclenchée sur le pouvoir, sur la gestion du pouvoir après. Mais est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui caractérise nos sociétés arabo-musulmanes, je parle vraiment des Arabes, hein, finalement, dont nous faisons partie, ont travesti quelque part à travers les récits qui se sont succédés et qu'on a transmis de génération en génération à cette image, c'est-à-dire qui est parfois peut-être, et je pose la question avec beaucoup de prudence, j'ai envie de dire, qui peut-être est en contradiction totale avec l'esprit même du Coran et le message divin. Est-ce que les différents hadiths qui se sont succédés ont participé à cette image négative ou pas, selon vous ? J'ai parlé d'idéalisation. Vous savez, on peut pas séparer l'homme de religion. La personne qui avait le pouvoir de transmettre le savoir religieux de son contexte historique, politique, économique et social. Et bien sûr de la situation de paix ou de conflictualité ou d'expansion de l'islam. C'est très important. Tous ces éléments interviennent justement dans le processus de confection de la tradition islamique. Ça, il n'y a pas moyen. Mais je voudrais revenir juste sur les deux éléments de base. Si on s'appuie juste sur le Coran, en rapport avec la question du genre, il y a ceux qui ont fait des études dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Que finalement, le Coran n'est pas genré. Dans le sens où la séparation entre la femme et l'homme, elle apparaît dans des contextes très précis. Et il y a des moments où l'indication précise de l'homme qui soit, par exemple, croyant, al-mu'minat, al-muslimun wal-muslimat, al-mu'minun wal-muslimat, al-qanitun wal-qanitat, as-siddiqun wal-siddiqat. Mais pour dire à la fin que, bien sûr, il y a la promesse. Il y a la promesse pour chacun. Chacun a la promesse du paradis. Il n'y a pas que l'homme qui aura la promesse du paradis, il n'y a pas Huri al-Ayn et tout ça. Donc, il y a des spécifications. Mais dans le sens général, on est dans l'indéterminé. On parle de nafs, on parle de la personne, on parle insan, et à la fois, autant nafs que la personne, elle indique à la fois le masculin et le féminin. Ça, c'est important. On pourra le discuter plus en avant. Si on prend au niveau de la biographie et la relation que le prophète a eue avec ses 11 ou 13 épouses, parce que, bon, c'est selon les traditions, mais on va dire.
Et après, la polygamie va être limitée à 4 parce qu'il y a eu la révélation qui va descendre. Mais ça, c'est un contexte. Mais l'important, c'est de se dire, est-ce que quel rapport le prophète a eu autant dans la vie privée que dans la vie publique avec ses épouses? Est-ce qu'on était dans un rapport d'infériorité? Est-ce qu'on était dans un rapport de soumission totale? Est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion, de débat? Quel rapport les épouses des prophètes ont eu avec les compagnons? C'est très important. C'est là où on découvre que finalement, même au niveau de l'exercice du pouvoir, on voit que des personnalités comme Aïcha, des personnalités comme Hafsa, des personnalités comme Salama, elles avaient leur mot à dire. Autre chose, il y a une figure qui me semble d'une extrême importance, elle a été quelque part marginalisée, même si souvent on me critique là-dessus, elle a été marginalisée dans la tradition sunnite, c'est Khadija bint Khuwaylid. Pourquoi? Parce que c'est d'abord au niveau, c'est elle qui a demandé Mohammed en mariage. Hein? D'autres femmes financièrement aussi. Oui, Al-Bara bint al-Harith aussi, elle l'avait demandé en mariage juste après. Deux, bien sûr, elle l'avait employé. Voilà. 3, surtout, elle a été à l'origine son premier soutien contre les autres tribus qurayshites. Et c'était une monogamie et pas une polygamie. Oui, j'y vais doucement. 4, elle l'avait soutenu aussi dans son prêche et dans sa révélation. Et 5, il n'avait pas pris épouse après elle. Il a vécu avec elle une véritable monogamie. Alors, ça, c'est des éléments très importants qui nous permettent de visualiser le rapport qu'un prophète, je dis bien, j'essaie de comprendre la situation à ce moment-là, au 7e siècle. C'est très important pour nous de comprendre parce qu'on est sur 14 siècles et il y a eu une dynamique, il y a eu des processus culturels, des processus politiques, sociaux qui nous obligent aujourd'hui à être les contemporains d'aujourd'hui, à lire ce legs en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui. Je crois que c'est très important. Alors je termine sur ça parce que la question est très importante. Est-ce que le Coran institue une infériorité ontologique? C'est ça la question que vous aviez posée en revenant à la tradition monothéiste depuis la Bible et là je reviens à l'idée que en fait Ève qui n'est citée nulle part sous ce nom, elle serait sortie de la côte d'Adam. Elle a été reprise par la tradition sunnite, autant chez Al-Bukhari et Muslim qui reviennent sur ce hadith alors qu'il est faible. Mais l'important, c'est qu'il contredit le Coran, il contredit le message du Coran. Mais l'important, c'est de se dire, est-ce que le Coran institue une infériorité ontologique ou non? Il y a quelques versets qu'il faudra situer bien sûr dans un contexte précis en termes d'asbab nuzul et tout ça, mais l'important, qui désigne une forme de discrimination. Mais l'important, c'est que la discrimination, elle a été instituée. On est dans une forme de discrimination et non pas d'infériorité ontologique. Alors on reviendra sur ces éléments. Il y a dissymétrie. Il y a une forme de hiérarchie, mais il n'y a pas d'infériorité ontologique. Imam Sharhaddin, quelle est pour vous l'origine et la source quelque part de cette infériorité, de cette dévalorisation des femmes dans la culture musulmane? Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire finalement que le fer est à l'origine de cela et que le fer pourrait être éventuellement en contradiction avec le message divin, c'est-à-dire le Coran? Imam Sharhaddin. Très bien, donc pour répondre à cette question, je vais déjà me positionner épistémologiquement d'un point de vue positiviste, c'est-à-dire qu'en tant que sociologue, je préfère me positionner sur des éléments constatés plutôt que sur des éléments d'interprétation que je pourrais maîtriser moins que des spécialistes que je respecte vivement dans ce sens. Donc la première chose à laquelle je tiens vivement à faire allusion, c'est la distinction que nous avait fait Si Arkoun par rapport à la distinction entre le fait religieux et le fait politique. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit le professeur, dans la mesure où l'instrumentalisation du texte sacré, elle a servi à des intérêts au-delà de l'application de la religion. Toute religion, abstraction faite si elle est monothéiste ou pas,
elle est là pour régir trois principaux rapports. Donc le premier rapport, c'est le rapport avec soi-même, le rapport avec l'autre, ce qu'on appelle le prochain. En philosophie, Paul Ricoeur nous le rappelle en disant soi-même comme un autre. C'est-à-dire qu'on pense le je comme étant un autre. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'infériorité ou de priorité entre soi et autrui. Et d'ailleurs, on a des textes qui expliquent que le vrai croyant, c'est celui qui souhaite à autrui ce qu'il se souhaite à lui-même. Donc, il y a le rapport avec soi-même, le rapport avec son prochain et le rapport avec le créateur. Tous ces rapports-là sont là pour répondre à des questions relatives à la fatalité, à l'au-delà, à la mort, à beaucoup de questionnements sur lesquels l'entendement humain, je ne vais pas dire qu'il ne trouve pas réponse, mais qu'il atteste de limites quand même. Et ces limites-là, à un moment donné, l'être humain, face à ces faiblesses-là, automatiquement, il les instrumentalise en fonction du malaise d'autrui. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas de réponse à une question, on est épris par le doute. Et aussitôt qu'on est épris par le doute, autrui, il peut facilement s'emparer de nos idées, de nos doutes pour y répondre. Maintenant, cette instrumentalisation, à mon avis, c'est elle qui a instauré. Et là, je reviens au référentiel de Serachid que j'approuve vivement et auquel je souhaite rajouter, en plus, par rapport à la religion et la constitution et la responsabilité, je souhaite rajouter les us et les coutumes, qui sont des pratiques qui n'ont peut-être pas de fondement institutionnalisé, que ce soit au niveau du Coran, au niveau du Hadith, ou même au niveau de l'ijtihad ou le qiyas, mais qui sont des aspects de pratiques qu'on a toujours eu l'habitude de faire et qui fait que à un moment donné, on se dit mais c'est normal, mais c'est comme ça que ça se passe. Comment ça se fait qu'une femme demande à un homme en mariage? Mais ça ne se fait pas, c'est chouma, c'est hip, c'est pas dans nos traditions. Oui, mais la tradition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit non, ça se fait ou ça se fait pas. Non, si on revient au niveau de la religion, au niveau du référentiel qui est fondé, effectivement, on va trouver que Sayyida Khadija, c'est elle qui a manifesté justement cette volonté d'institutionnaliser son rapport avec Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc les us et les coutumes, parfois, ils peuvent s'imposer d'une manière très très lourde, notamment dans une société collectiviste comme la nôtre, qui se dit moderne. Et là, je rebondis sur la question de la modernité évoquée tout à l'heure, dans la mesure où la modernité, elle est le résultat d'une représentation sociale. Qu'est-ce qu'être moderne? Est-ce que c'est ressembler à un Français ou un Italien ou à un Anglais? Est-ce que c'est être contemporain, comme a dit le professeur, et travailler dans une logique de contextualisation pour mettre ce fait religieux en totale adéquation après autant de siècles passés, sans pour autant, remettre en question sa foi ou tout baliser d'un seul coup, et surtout sur un coup de tête, et surtout sans référentiel académique. Parce que je pense que les chercheurs et les savants, à mon avis, à mon humble avis, à part quelques-uns dont Madame Asma Al-Marabt, que je félicite pour ses régulières publications, les gens qui cherchent dans ce domaine ne se font pas suffisamment médiatisés. Donc automatiquement, quand on n'est pas... J'ai cherché à l'inviter, elle n'a pas répondu au téléphone, juste pour information, mais bon, allez-y. Je peux vous réciter tous ces livres, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, Mohamed Al-Ahlou, entrepreneur et consultant pour vous, est-ce qu'il y a un début de la décadence finalement d'un islam qui aurait été pur à un moment, qui aurait valorisé la femme à un moment, et qui par la suite, pour des considérations politiques, pour des considérations d'hégémonie, a été dévoyé par les hommes et donc par ceux qui se présentent comme étant les garants d'un certain islam qui en fait n'en est plus véritablement un lorsqu'il s'agit de la femme, bien évidemment. Mohamed Al-Ahlou, entrepreneur et consultant. Tout d'abord, les mots ont un sens, et si décadence il y a, ça serait celle des musulmans, pas de l'islam. L'islam, il est là, il sera toujours là. Donc si décadence il y a, c'est la décadence des musulmans, et celle-là, d'un point de vue matériel d'abord en tout cas, elle est difficilement discutable. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette notion, à cette relativité, pour ne pas utiliser le terme dialectique, parce que je ne cautionne pas le fait qu'il y a une dialectique
de rapport de force entre l'homme et la femme, etc. Mais je vois ça plus comme un courant social, une norme de la société. D'ailleurs, norme, quand on parle de la norme, il faudrait définir qui définit cette norme, justement, parce que là encore, les référentiels vont diverger. Mais ce que je perçois de ma compréhension de l'islam, d'abord, c'est que la femme, elle est valorisée dans toutes les sphères possibles. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut voir d'abord, et même dans le fiqh qui est aujourd'hui une culture, on va dire, arabo-musulmane bien installée. Le mot fiqh, c'est compréhension, c'est fahm. Donc le faqih, c'est celui qui est censé avoir compris les textes, dans la mesure où nous, en tant que profanes par rapport à ces textes, nous n'avons pas les outils pour émettre des jugements dans cette science, mais au moins nous avons la langue arabe qui nous permet la compréhension de ce fiqh justement et de ces hadiths. Maintenant, pour le fiqh, il n'est là que pour élucider certaines choses, faire comprendre certaines choses et surtout réadapter les constantes intemporelles à une utilisation temporelle, parce que de toutes les manières, on aura toujours de nouveaux phénomènes. Or, les textes sont limités, les textes sont terminés, on a des principes, on a des valeurs, on a l'importance de l'éthique, de la morale, etc. Maintenant, en termes d'application, comment on va le faire? C'est le rôle du faqih, justement. Donc le fiqh, ça reste un périmètre pour les éléments qui sont liés à l'ijtihad et qui ne sont pas liés à des textes directs et clairs. Ça reste un périmètre évolutif. Ça reste un périmètre évolutif et qui doit s'adapter au contexte. Mais selon ce que j'ai compris auparavant, c'est que la femme, elle est valorisée. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre le processus. On est au 7e siècle, on est dans un contexte qui enterre les filles vivantes, on est dans un contexte où quand on annonce à un homme qu'il a une fille, il a honte, il n'a plus envie de sortir, il n'a plus envie d'aller au club avec ses amis, etc., etc. On est dans un contexte où la femme n'hérite pas, on est dans un contexte où la femme est persécutée à tous les niveaux, mais on est aussi dans un contexte où la femme peut avoir des relations extra-conjugales, on est dans un contexte où la femme peut accueillir des hommes dans sa tente et avoir des relations avec qui elle veut et à la fin annoncer le papa. Donc on est dans un contexte avec des règles assez spéciales. Ce qu'il faut voir et ce qu'il faut comprendre, c'est le maqasid. Et ces maqasid, d'où est-ce qu'on va les comprendre? Du processus, de l'évolution. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de mourir, il a au sana, deux choses, la prière et les femmes. Deux choses très importantes. Et donc, s'il y a quelque chose avec laquelle on va parachever cette révélation, c'est justement ces deux prescriptions. Or, aujourd'hui, qu'a-t-on fait de ces deux prescriptions, justement? Donc ce processus, il est venu pour faire hériter une femme qui n'héritait pas. Bon, là on va dire la femme elle hérite un tiers. Est-ce que ça c'est une discrimination, comme disait c'est Rachid, il n'a pas parlé de l'héritage, mais il a parlé de la question de la discrimination en général. Il a posé la question, est-ce que le Coran discrimine dans une certaine mesure? Certains peuvent vivre en discrimination, moi j'y vois l'inverse. Pourquoi? Parce que l'homme, derrière son héritage de 2 tiers, il a la responsabilité. Il doit donner le mal, il doit équiper son foyer, il doit nourrir le foyer, il doit donner le muta'a en cas de divorce, et il doit subvenir aux besoins des enfants. La femme n'a aucune responsabilité matérielle dans le processus de A à Z. Donc à partir de là, à la fin, si on fait la somme et l'égalité et l'épargne restante, on peut se poser des questions. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quand des hommes cherchent à s'approprier même ce tiers par des mécanismes un petit peu douteux, par des pratiques un petit peu inacceptables, etc., etc. Donc pour moi, la femme, elle a été placée dans une situation de confort justement pour qu'elle n'ait pas besoin, pour qu'elle ne soit pas dans le besoin. Et encore plus que l'homme, parce que l'homme, à la rigueur, il peut accepter un certain nombre de métiers, de situations difficiles, délicates, qui peut être humiliantes, mais pour la femme, c'est très compliqué de la placer dans ces situations. Or, aujourd'hui, quand on voit cette dialectique, si dialectique il y a de pouvoir entre les hommes et les femmes, ce à quoi je ne souscris pas, qui a gagné au final? C'est le capitalisme. C'est pas les hommes, c'est pas les femmes. Non, moi, je voudrais revenir. Alors, vous parlez du capitalisme, et c'est bien parce que bon, certainement on va revenir sur ce point. Mais la question, moi, qui m'interpelle un petit peu, c'est quand même de savoir que aujourd'hui, il y a le texte divin et il y a le fiqh. Et vous me dites tout à l'heure qu'il n'y a pas de contradiction ou qu'il n'y a pas ou que le fiqh et la culture qui en découle n'ont pas discriminé. Moi, j'ai envie de vous rappeler, par exemple, que le témoignage d'une femme ou le témoignage d'un homme ne sont pas équivalents au niveau du fiqh. Mais ça n'est pas rapporté, par exemple. C'est au niveau du Coran, pas du fiqh. C'est au niveau du Coran. C'est au niveau du Coran, mais c'est l'une des raisons est simple, c'est qu'avant, quand la femme elle se mariait, elle partait.
Donc il fallait avoir le deuxième témoignage. C'est pour ça qu'il y avait deux femmes. En général, la femme, quand elle se marie, et même aujourd'hui, dans notre société de 2018, la probabilité que la femme se déplace à la suite du mariage, elle est beaucoup plus haute que la probabilité que l'homme se déplace à la suite du mariage. Donc là, ça fait 14 siècles et c'est parfaitement compréhensible. Et le fait qu'on dise, par exemple, Al-mar'atu kulluha awra, par exemple, ça nous vient d'où? Ça nous vient du Coran? Non, Al-mar'atu kulluha awra, on revient à l'utilisation du corps de la femme. C'est quoi l'origine de cette phrase? Ça vient du fait que la femme, elle doit mettre le voile. Non, mais est-ce qu'on retrouve ça dans le Coran? Non, dans le Coran, on retrouve le voile. Très on ne retrouve pas awra. Donc cela, on le retrouve au niveau du fiqh. On est bien d'accord. On retrouve mais le hadith, ça fait partie de... Bien sûr. Voilà. Ce n'est qu'un corollaire. Parce donc que, on a bien une contradiction là. Entre quoi et quoi? Entre le Coran et le... Non, pas du tout. Parce que si on a l'institution du voile dans le Coran et qu'on a ces détails dans la sunna et dans le fiqh, ça pose pas de problème. Après, ils ont divergé qu'est-ce que le voile, etc. Est-ce que ça comprend le visage, pas le visage, etc. Est-ce que la voix de la femme, elle est aura, comme on a dit tout à l'heure? Certains l'ont dit, mais sans preuve textuelle. Pourquoi aura? Parce que, de toutes les manières, mais même sans preuve, ça prend, excusez-moi, mais même sans preuve, ça prend dans la rue, enfin, j'allais dire dans la rue arabe, ça prend dans la culture arabo-musulmane. Je vais vous dire une chose. Biologiquement parlant, l'homme sécrète 5 fois plus de testostérone que la femme. La testostérone, c'est l'hormone de plein de trucs, y compris le désir. Donc il y a une chose qui est biologiquement qui est là. Donc il faut beaucoup plus protéger la femme de l'homme que l'inverse. D'accord? Si on va parler encore une fois de dialectique, de pouvoir, de violence, etc., etc. Mais, encore une fois, là, le mar'atu awra, moi, je ne connais pas ce texte, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'entre le Coran et les hadiths, il n'y a pas de contradiction que dans un imaginaire. Ou dans une incompréhension de ce qu'on a eu. Alors sur ce point précisément, Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il n'y a pas de contradiction entre le texte de Dieu, le Coran, et les hadiths, et le faire de manière générale? Mais il y en aura toujours, et heureusement, pas heureusement, mais dans le sens qu'il y a une histoire du fiqh et que, comment dire, étant donné qu'il y a une histoire, il y a naturellement des oppositions, des antipodes, des pôles, etc. Enfin, déjà très rapidement, parce que je voulais rebondir sur un autre point. Enfin, par rapport à la question hormonale, je suis d'accord sur le déterminisme hormonal, mais pas de ce point de vue-là. Parce que si chez l'homme, la testostérone est effectivement responsable du désir masculin, chez la femme, c'est pas la testostérone qui est responsable. On parle plus d'oestrogène, mais il y a un désir féminin, et ce n'est pas par rapport au désir que l'on va... Voilà, que l'on va penser la chose, mais effectivement, il y a un déterminisme biologique. Par rapport aux contradictions, c'est pas qu'il y a une contradiction, il faut comprendre que dans le fiqh, à part le Coran, la Sunna, le Qiyas, il y a également l'Arf qui permet d'introduire un certain nombre de pratiques qui ne procèdent ni du Coran ni de la Sunna, dans la mesure où ils ne contredisent pas le Coran et la Sunna. Mais en réalité, c'est dans la mesure où ils ne contredisent pas l'interprétation que font les fuqaha dans une période donnée, une époque donnée, dans un territoire donné, du Coran et de la Sunna. Donc on est dans une forme de tautologie, parce qu'en réalité on fait une interprétation d'une interprétation. Mais effectivement le texte en tant que tel, en tant que vérité révélée, demeure inaccessible dans son intégralité, dans sa totalité, dans sa pluralité, au plus éminent des fuqaha. Donc, il n'y a que les prophètes qui pouvaient accéder à un sens vrai, un sens premier, ce qu'on appelle le batin, n'est pas uniquement de barrière, que les ulama ne peuvent pas. Et donc naturellement, il y a des erreurs plutôt que des contradictions, des erreurs d'interprétation. D'ailleurs, sur une même question, des ulama peuvent être en désaccord, dans le respect le plus total, en partant déjà d'une école de fiqh à une autre, et puis à l'intérieur de la même école de fiqh, il peut y avoir des désaccords par rapport à une interprétation donnée quand il n'y a pas un texte clair et sans équivoque. Donc ça procède de la nature des choses. Et puis, il y avait 2 points, parce qu'on revient à la question du prisme, parce que dès le départ, on dit que les femmes souffrent de discrimination, c'est que l'on se place dans un référentiel d'égalité par rapport optimal, idéal, par rapport auquel on va juger que telle situation est discriminante ou non. Par exemple, la question de l'héritage ou autre chose. Mais cette conception de l'égalité, d'où elle nous vient? Bien que l'on soit marocain, on est influencé par une hégémonie culturelle, par un certain nombre de concepts qui procèdent de la modernité libérale et qui nous définissent l'égalité du point de vue d'un certain féminisme comme étant la femme voulant devenir socialement un homme. Dans le sens où, dans ce paradigme féministe, la normativité vient de l'homme. Donc l'homme, historiquement, a eu le monopole de la puissance et de la force normative. Il a bâti et structuré la société autour de lui-même, en tant que genre, et il a situé la femme de manière périphérique, en tant qu'être qui tourne en orbite autour de la structuration masculine, ce qu'on appelle la patriarcalité. Et que dans ce schéma, l'homme ayant des privilèges, la femme voudrait avoir les mêmes privilèges que l'homme. Et donc le phallus, les femmes veulent le partager également.
Et donc les femmes veulent devenir hommes, non pas biologiquement, mais sur un plan socialement. Et puis par la suite, il y a tout le délire biologique. On a vu l'être binaire, non binaire, on a vu tout ce schéma-là. Donc on est dans ce schéma-là, et je ne m'inscris pas dans ce schéma-là. Je ne pars pas du principe que la femme est égale de l'homme, au sens où socialement elle a également accès au phallus, sinon les femmes deviennent des hommes et les hommes vont exploiter des hommes. Parce qu'une femme patronne, actionnaire, PDG, qui fait travailler des femmes qui lui sont inférieures au niveau de la hiérarchie de l'entreprise et qui les exploite sur un plan capitalistique. Elle établit le même rapport de force, le même rapport d'autorité, d'exploitation qu'établirait éventuellement ailleurs un homme sur une femme ou une femme sur un homme si elle est son supérieur. Donc le schéma n'est pas un schéma de genre où effectivement, durant l'histoire, il n'y a pas eu de dialectique effectivement homme-femme, mais c'est une dialectique qu'on veut mettre en place, qu'on veut déployer. Et que dans ce schéma, je suis d'accord que c'est subjectif, mais pour moi, l'égalité, si jamais je devais récupérer ce terme, même si je le réfute, pour moi, il serait plus intéressant de parler de complémentarité dialectique. Je ne parle pas de la complémentarité formelle, c'est-à-dire que la femme lui manque quelque chose et que l'homme lui manque quelque chose, mais que non, les deux sont complets, mais que de la synergie des deux peut naître quelque chose de nouveau, en tant que dépassement des deux. Et puis le deuxième point, par rapport à la norme, si on va s'inscrire dans un contexte historique, la patrilinéarité, c'est-à-dire au niveau de la filiation, de la structuration autour de l'homme, où le nom de famille, l'héritage, etc., passe par l'homme et pas par la femme. Et là, une histoire, elle n'a pas toujours existé. Il y a deux épicentres globalement de la patrilinéarité qui va être un support anthropologique pour la patriarcalité, c'est la Mésopotamie et la Chine. Et c'est à partir de là que la patrilinéarité se diffuse vers les périphéries, n'atteigne pas toutes les périphéries. De le fait que si on prend une grande carte avec le bloc eurasiatique et quand on voit les zones périphériques, elles sont beaucoup plus proches d'une matrilinéarité, la Bretagne ou la Malaisie ou de toutes les zones périphériques, que de l'épicentre de la patrilinéarité qui est la Mésopotamie, c'est-à-dire l'actuel Irak, et de la Chine. Et que cette patrilinéarité, ce n'est pas les méchants hommes qui ont décidé de confisquer le pouvoir aux femmes, mais c'est tout simplement les changements dans le mode de production, parce que le néolithique est apparu en Mésopotamie et en Chine, et s'est divisé vers la Méditerranée puis vers l'Afrique, et c'est le mode de production qui va impliquer en tant qu'impératif un changement dans la structuration sociale, où effectivement les femmes vont s'y situer, non pas par rapport aux hommes, mais par rapport au mode de production. C'est le mode de production qui assigne. Ce qui fait que quand aujourd'hui des femmes modernistes viennent dire qu'on est payé moins que les hommes pour un travail égal, mais bien entendu, mais c'est pas parce que les hommes ont établi ce schéma-là, mais parce que du point de vue du capital, en tant qu'automouvement, en tant que société marchande, en tant que ce que vous voulez, parce que du point de vue du capital, la femme, contrairement à l'homme, peut tomber enceinte et aura droit à un congé de maternité, et que la condition sine qua non pour que la femme, du point de vue du capital, touche en tant que l'homme, c'est qu'elle devienne un homme et qu'elle arrête de mettre au monde des enfants. Et que la femme occidentale productive qui ne doit pas avoir un congé de maternité devra recruter une femme indienne pauvre pour porter le bébé pour elle. C'est tout le délire de la PMA et de la GPA. Donc on sous-traite la naissance pour des femmes hautement qualifiées, hyper productives du point de vue du capital. On la sous-traite pour des femmes faiblement qualifiées qui, du point de vue du capital, ne sont pas encore intéressantes. Et donc l'idée du genre, parce qu'on revient à la modernité. La modernité, si on veut la définir très rapidement, c'est une dynamique historique de permanente déconstruction de tout ce qui est collectif, pour faire émerger sa propre acmé qu'est l'individu autoréférentiel. Et donc toutes les identités collectives sont vues comme étant des cryptofascismes, comme étant des autorités injustes. Donc la famille doit éclater, la tribu doit éclater, même la nation aujourd'hui que la modernité a créée elle-même doit éclater, et le genre doit éclater, pour permettre une mobilité totale, une homogénéisation. Et de ce point de vue, par rapport à la question de l'homosexualité, même si ce n'est pas notre débat, effectivement, ce n'est pas une maladie du point de vue médical, mais c'est une pathologie du point de vue de la structuration psychique, au sens où ce qui est réellement, je dirais pas contre nature, mais contre-productif, c'est la dimension narcissique qu'il y a dans l'homosexualité, dans le fait d'aller vers le même, qui est le prolongement de soi-même, et ne pas aller vers l'altérité. Oui, mais ça c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, mais c'est un autre débat. Mais dans le sens que si on devait défendre la cause de la femme, parce qu'effectivement, la tradition, quand j'ai pas parlé de la tradition 40 ans avant la venue des Français au Maroc, d'accord, ou la tradition à l'époque de Bagdad des Abbassides ou des Omeyyades. Tout cela, effectivement, s'inscrit dans une pente de dégénérescence et de décadence et d'éloignement d'une tradition primordiale qui est là avant le Coran, et que le Coran vient restaurer dans sa pureté originelle. D'où le fait que dès qu'il vient rappeler ce qu'est la tradition primordiale, où effectivement la femme n'est pas un être autonome vis-à-vis de l'homme, n'est pas un être inférieur vis-à-vis de l'homme, mais est un être complémentaire pour permettre une synergie.
et où l'homme est complémentaire de la femme. D'ailleurs, il y a le verset qui est traduit par vêtement, l'homme et le vêtement. Enfin, mais on peut le traduire également sur un plan purement conceptuel comme étant un complément. Pas un complément au sens où ça manque, au sens quelque chose qui vient s'ajouter à autre chose et qui donne quelque chose aux deux en tant que synergie. Donc le prisme est extrêmement important parce que l'axiome de la neutralité sociologique, effectivement les fuqaha n'y échappent pas, les sociologues n'y échappent pas. La neutralité sociologique c'est quoi? C'est être capable de regarder par la fenêtre et de se voir en train de marcher. C'est-à-dire une extériorité totale par rapport aux faits analysés ou étudiés. Et que de ce point de vue, la tradition primordiale ne pouvait porter que par des gens qui, en pratiquant une retraite spirituelle de retrait vis-à-vis de l'influence de la société, pouvaient accéder le plus possible à une information déformée. Et donc à une conception également non déformée de la femme en tant qu'elle est portée par une tradition primordiale qui précède le néolithique, qui précède toutes les dégénérescences qu'on a connues et dont la modernité est l'aboutissement terminal en tant que décadence. Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines, je voudrais revenir quand même sur le corpus, on va dire, ou sur les hadiths qui véritablement aujourd'hui ont travesti quelque part le message divin. Et je voudrais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que qui écrit, qui transmet, et le rôle justement fondamental justement de ces deux axes quelque part de l'écriture et de la transmission, qui peuvent éventuellement nous donner une lecture plus réaliste de ce que devrait être en tout cas notre interprétation et qui malheureusement ne l'est pas vis-à-vis à l'endroit du Coran. Mais il y a une réalité toute simple. Celui qui transmet le sens, celui qui transmet l'histoire, en l'écrivant, il détient le pouvoir. Après, si on essaye de voir d'un point de vue du genre, qui a transmis cette histoire, qui a transmis ce sens, du coup, on tombe sous le fait que c'est des hommes et donc du coup, il y a eu cet enjeu par rapport à cette égalité inégalitaire, si tu veux, si on veut trouver un nom. Mais l'important, c'est ça. Qui a transmis le sens, qui a transmis l'histoire et qui a écrit l'histoire. Je reviendrai au début de la constitution de la tradition, d'abord par le corpus, bien sûr par la consignation par écrit du Coran, sur laquelle il n'y a pas de débat, mais il y a beaucoup plus de débat sur, bien sûr, la consignation des corpus du hadith dans le champ sunnite. On n'est pas dans le champ chiite. Il faudra toujours indiquer ça, qui s'est effectué sur 3 siècles. Il faudra dire comment elle s'est effectuée. Mais je voudrais revenir à ses débuts. C'est comme si on est quelque part à défendre l'islam, à défendre la figure du prophète, parce que quelque part, si l'islam et la figure du prophète sautent, c'est 14 siècles qui sautent. Et on est là de réfléchir sur ça. Et je poserai cette question, pour moi qui est essentielle. Voudrais-je être un musulman, ou ceux qui sont musulmans, qui croient en islam, voudrais-je être un musulman du 7e siècle ou un musulman d'aujourd'hui? Et sous quelles conditions? Et quelles ont été les conditions de l'époque et quelles sont les conditions d'aujourd'hui? Et en fonction de quoi? Je crois que c'est la condition fondamentale que d'abord les savants religieux devraient se poser. Mais le départ, vous savez que au début, quand on a parlé juste après le décès du prophète, il y a eu un débat politique sur qui va succéder au pouvoir. Il y a eu des discussions, des débats, des accords qui ont créé plus tard la fitna et puis les guerres entre les différentes tendances, que ce soit les kharijites ou les chiites ou les sunnites. Mais l'important, c'est qu'il y a eu un différend politique qui a été à l'origine de grands dégâts dans la communauté musulmane. Et avant ce qu'on appelle Béa, il y a eu la Béa des femmes. Souvent, on ne parle pas de la Béa des femmes. Les femmes avaient déjà un rôle politique. Elles ont joué un rôle politique. Elles étaient dans l'espace public. Qu'on le veuille ou pas, à l'époque, elles étaient, d'une certaine façon, dans cette petite communauté de musulmans, elles étaient dans l'espace public, et elles étaient aussi transmettrices du Coran. Mais elles n'ont pas transmis l'interprétation du texte. C'est là où il y a la différence. Elles ont gardé le Coran, c'est Hafsa, et elles ont transmis, comme Salama, ils ont transmis le Coran parce qu'elles l'ont mémorisé, elles ont été parmi les transmetteuses du Coran, mais elles n'ont pas transmis l'interprétation du texte. Ça, c'est le travail de la tradition qui va s'effectuer plus tard. Alors,
Au niveau du hadith, la compilation, quand on parle de fiqh, en gros, il y a plusieurs définitions, mais je donnerai une définition très simple de ce que c'est que le fiqh. Le fiqh, on pourrait penser, c'est le corpus des avis juridiques. C'est pas la justice. C'est pas la justice. Le faqih ne règle. Oui, c'est très important. Souvent, on confond. D'ailleurs, on avait discuté la dernière fois de la fatwa, et on est dans cette confusion entre le faqih et le qadi. Alors, le fiqh, c'est le corpus des avis juridiques qui règlent les rapports sociaux. Quand on dit les rapports sociaux, ils sont de type matrimoniaux, ils sont de type économique, ils sont de type sociaux, politiques et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Il met en place certaines normes. Et bien sûr, il règle le sens qui devient une sorte d'orthodoxie. C'est la construction de ce sens qui pose problème. C'est là où il y a le problème. C'est cette construction du sens qui est devenue une orthodoxie. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de l'islam politique ? Mais bien sûr. Enfin, on peut passer par l'islam de la dynamique politique. Dans l'histoire de l'islam, on ne peut pas les séparer. Il n'y a jamais eu... C'est à cause de la politique dans l'islam. Oui, justement, il y a eu... C'est ça, c'est-à-dire que quand on installe une orthodoxie, c'est qu'il y a un enjeu de pouvoir. J'en ai parlé au début. Il y a eu un enjeu de pouvoir. Alors, la constitution du corpus des hadiths, il y a eu la première génération. On l'a fait remonter à deux grandes figures, mais il y a eu d'autres transmetteurs, d'abord les premiers compagnons, mais généralement, souvent, on retient Ibn Abbas et surtout Abu Huraira, et après les élèves, les disciples d'Abu Huraira, surtout Ibn Munbeh qui avait laissé une sahifa, et sur cette base que les corpus de la deuxième génération qui vont venir, qui vont commencer dans le corpus de Musannaf Ibn Abd al-Razzaq et d'autres. Donc c'est la deuxième génération. Et puis il y a eu, et bien sûr, Muwatta ibn Malik et d'autres. Ça, c'est la deuxième génération. Et puis il y a eu la troisième génération, celle des grands compilateurs qu'on connaît aujourd'hui, qui ont repris de ces deux traditions, mais bien sûr, souvent on dit qu'il y a eu des ruptures de chaîne de la transmission, qu'il y a eu bien sûr l'intervention des Israéliates, l'intrant, si on peut dire, l'influence qui est venue de l'extérieur parce que l'islam était en expansion, il y a eu des traductions, bien sûr, il y a ce phénomène-là. Et après, mais ce qui est surtout, c'est que ce qu'on voit dans ce processus, c'est qu'il y a eu une augmentation exponentielle du nombre de hadiths. Du premier corpus qui contenait qu'une centaine, au corpus d'Ibn Hanbal, par exemple, qui contenait 5000 hadiths, et on se retrouve avec beaucoup plus, 1 million dans le corpus d'Ibn Ahmed. Donc, finalement, alors, c'est là où on devrait se poser des explications, parce qu'après, la troisième génération qui a essayé de mettre surtout... quand il a fallu mettre en place les fondements du fiqh, il fallait quand même s'assurer de la véracité des hadiths. Et là, on a introduit toute une technicité et une science pour dire que tel hadith il est véridique, d'autres ne l'est pas. Et on a mis en place une hiérarchisation. C'est tous ces problèmes-là qui posent la question du hadith. Jusqu'à quel point on pourrait reconnaître, par exemple, que tous les hadiths relatés par Al-Bukhari ou tous les hadiths qui sont relatés dans Sahih Muslim, ils sont véridiques à 100%. Iman Sharhaddin, docteur en management interculturel et sociologie des organisations. Vous voulez réagir ? Très bien. Alors, je souhaitais revenir sur la question de la construction de sens que Sir Rachid vient d'évoquer. Ou bien dire Rachid Ibn Bah ou Rachid Achachi. Non, c'est pareil. Sir Rachid, c'est plus d'un. Allez-y. Très bien. Donc, par rapport à cette question de la construction de sens, moi, je reviens toujours dans je le dis et je le répète, sous un positionnement épistémologique purement positiviste. C'est-à-dire, je me contente vraiment d'une observation totalement neutre. Une construction de sens qui est basée qui revient d'un texte
elle interpelle deux principales compétences chez ce dit lecteur, d'accord? Soit il y a la compétence cognitive, c'est-à-dire dans la mesure où comment elle est assimilée, etc. Et la compétence praxéologique, dans la mesure où comment cette compréhension, elle peut être mise en pratique. Donc cette praticité ou cette compétence praxéologique, elle est à la base biaisé par un référentiel, conscient ou inconscient, qu'on le veuille ou non. Donc il y a un référentiel collectif. Ce référentiel collectif, il émane d'énormément disons, de composantes, que ce soit l'ethnie, la religion, la famille, la mémoire inconsciente, l'enseignement, le niveau éducatif, etc. Donc tous ces éléments-là constituent un référentiel qui va influencer, et d'une part, cette compétence cognitive pour la compréhension et cette compétence praxéologique pour l'application. Donc, tout à l'heure, c'est Rachid. Voilà. Je parlais de la dimension du capital. Moi, je voudrais revenir sur un travail de recherche très, très intéressant. C'est celui de Dr. Dohas Hraoui, où elle a travaillé sur le plafond de verre au niveau de l'organisation, au sein de l'entreprise. Ce plafond de verre qui vient s'imposer à la femme, il n'est pas uniquement exclusif au contexte socio-culturel marocain. C'est un phénomène mondial qu'on constate un peu partout. Au niveau du management interculturel, il y a même une échelle sur laquelle il y a un chercheur Hofstede qui a travaillé et qui parle de la masculinité et féminité. Alors ce critère, qu'est-ce qu'il souhaite dire? D'abord, et encore une fois, on fait dire, comme dit Madame Marabd, on fait dire à chaque fois le texte, on est capable d'en tirer le sens qu'on veut lui attribuer. En fait. On lit dans le texte ce qu'on veut lui faire lire. La masculinité et la féminité, elle interpelle trois principaux éléments. Soit l'interchangeabilité des rôles entre les hommes et les femmes. Donc la femme, elle va travailler, l'homme va rester à domicile. Aujourd'hui, on assiste au phénomène des hommes au foyer. Soit la capacité des femmes à remplir à la fois et les rôles des femmes et les rôles des hommes. Et troisièmement, les valeurs qui règnent au sein de cette société. Est-ce que ce sont des valeurs basées sur le profit, le capital, etc. ou alors des valeurs qui sont basées sur les dimensions familiales, tendresse, etc. Là, il y a une approche que je trouve personnellement misogyne. Parce qu'une société dite féministe, c'est une société qui prône tout ce qui est tendresse, tout ce qui est rose, tout ce qui est agréable, tout ce qui relève du sentiment, etc. Comme si l'homme était une machine, l'homme avec un petit h, comme si l'homme était une machine qui n'est là que pour gagner, etc. Ce bonhomme, lui aussi, a droit à des sentiments et a droit à des moments, disons, de farniente. Donc, finalement, les besoins sont les mêmes. Maslow nous l'a prouvé. Abstraction faite de ce qu'il en est de nos hormones, de nos différences. À un moment donné, il y a des besoins de la psyché qui expliquent qu'au fait, hommes et femmes, on est égaux face à énormément d'éléments. Donc, pourquoi au niveau de cet élément-là, pourquoi le capital, aujourd'hui, il impose cette transgression de l'égalité, alors que le référentiel collectif, il les reconnaît. Et ce n'est pas que, encore une fois, je reviens et je répète ce point parce qu'il est très important pour moi, ce n'est pas que la société marocaine. Il y a un chercheur russe que je vous invite à lire qui s'appelle Anton Malafev, qui a expliqué que même en Russie, la notion de tribu, elle existe toujours, même dans le référentiel collectif. C'est-à-dire que l'homme, il est dédié à aller chercher comment on appelle ça? L'homme part à la chasse et la femme, elle est dédiée à entretenir le foyer, à entretenir le feu du foyer qui va permettre de... C'est-à-dire qu'il y a une répartition. Je ne dis pas que la femme ne peut faire que cela. Et là, je reviens sur la dimension de la complémentarité, justement, au niveau du genre. C'est que il ne s'agit pas d'une répartition des tâches, mais il s'agit essentiellement d'une complémentarité. Mais malheureusement... La société moderne, comme elle l'a été bien expliqué tout à l'heure, elle oublie de prendre en considération deux aspects très importants. Là, je finis juste ce point. Celui de l'herméneutique, dans la mesure où on essaie de creuser un peu dans l'ordre de révélation des textes, et l'exégèse. Ce sont des éléments desquels nous nous sommes éloignés. Et c'est peut-être à cause de cela qu'aujourd'hui, on a des pratiques qui surprennent quand on revient sur le texte sacré
dictées ou révélées il y a des siècles auparavant, justement, on réalise que ça n'a rien à voir. Et on se dit, ces pratiques-là, d'où est-ce qu'elles émanent puisque le texte ne les atteste pas? Ou même, parfois, on peut se retrouver avec des textes qui contredisent ce qui se fait au niveau des pratiques. Mohamed Talal Hlou, entrepreneur et consultant, je voudrais vous faire réagir à une réaction d'un auditeur, Cli de Casablanca, qui nous dit voir l'islam de manière moderne est égal s'éloigner du texte. Est-ce que c'est pas finalement exactement ce qu'il ne faut pas comprendre? C'est-à-dire que pour voir l'islam de manière moderne, il faut tout simplement justement se rapprocher des textes, parce que c'est les textes qui sont dans la vérité et non pas là un certain corpus de hadiths et de faits qui ont peut-être dévoyé le véritable message de Dieu. Tu persistes dans l'opposition hadith-Coran, c'est incroyable. Non, cette opposition, elle est, encore une fois, je ne demande qu'à la voir, elle n'existe pas. Elle est peut-être entre des textes forgés, effectivement. Et là, on peut raconter une anecdote dans laquelle un monsieur dans une certaine ville avait dit, quand on l'a surpris en train d'inventer des hadiths sur le prophète, il leur a dit, de toute façon, maintenant je serai condamné, mais c'est pas grave, j'ai transmis dans votre corpus 3000 hadiths qui n'existent pas. Et l'autre de lui répondre que heureusement qu'on a dans notre ville ici même un muhaddith qui va ygharbelhum, comme on dit en arabe. Donc c'est pas il y a pas de contradiction. Il faut c'est vraiment ça c'est quelque chose de nouveau. Qu'on cherche à diffuser, comme quoi les hadiths contredisent le Coran, etc., etc. Sans les hadiths, on ne saurait faire ni notre prière, ni zakat, ni etc. On est bien d'accord que tout à l'heure, Rachid El-Bah expliquait qu'on est parti d'un certain nombre de hadiths très limités à presque 1 million. On parlait tout à l'heure d'un million de hadiths. Sur cette question. Il y a du vrai et il y a aussi peut-être beaucoup de faux. Tout à fait, le faux et la sphère du faux est illimitée dans la mesure où on peut chaque jour inventer des hadiths. Moi, j'ai reçu un jour dans WhatsApp 10 hadiths sur le btir, sur les pastèques. Quand j'ai vérifié, on avait 9 qui n'existaient pas. Mais bon, je me dis peut-être c'est quelqu'un qui voulait vendre du btir qui a commencé à inventer des hadiths. Mais sérieusement, quand on entre dans le domaine de la science, il est très difficile de trouver des hadiths pas authentiques et sur lesquels les savants n'ont pas parlé. Ça n'existe quasiment pas. Maintenant, concernant la question de la dialectique, comme je voulais dire tout à l'heure, que finalement, dans la situation actuelle, le gagnant, c'est ni l'homme ni la femme dans cette dialectique supposée, c'est plutôt le capitalisme, dans la mesure où aujourd'hui, on n'est pas dans un mode de pouvoir dans lequel l'homme dirige, ni dans lequel la femme dirige. On est dans un mode de pouvoir, une structure de pouvoir dans laquelle l'argent dirige. On a 8 personnes qui détiennent autant d'argent que 3,5 milliards de personnes. On a 1% qui détiennent 99% des richesses. Est-ce que c'est pas une discrimination envers les 99% restants? Là est la question. Deuxième réaction que j'avais, c'était par rapport au fait que la société a travesti un petit peu les messages. C'est vrai qu'il y a des us et coutumes qui sont venus se coller, etc., etc. Mais toute la splendeur de l'islam, c'est justement de pouvoir discerner entre l'intemporel, c'est-à-dire le principe immuable, et l'application temporelle. Au Maroc, quand vous cherchez chez les fuqaha d'avant la colonisation, vous trouvez fatwa Ahl Sous, fatwa Ahl Fès, parce qu'on ne peut pas avoir la même fatwa à Sous et à Fès. Si à Fès, par exemple, on considère que l'acte verbal est suffisant et qu'à Sous, on considère que l'acte doit être consigné, écrit. On n'aura pas le même jugement de la part du qadi. Donc c'est pour ça que effectivement il y a des applications, mais ce qui est magnifique, c'est l'intemporel, c'est le fait que ces principes s'appliquent partout. Et si l'auditeur dit que pour voir l'islam sous le prisme moderne, c'est s'éloigner du texte, oui. Si on dit la modernité libérale, comme l'a qualifié Rachid, effectivement, on ne peut pas avoir 46 dieux. Soit notre Dieu c'est l'argent, soit notre Dieu c'est le créateur, soit c'est autre chose. Donc la modernité libérale ou capitaliste ou quel autre superlatif on peut y ajouter, effectivement, ça peut éloigner d'un certain nombre de textes. Mais ça ne veut pas dire que l'islam n'a pas en son sein les principes qui sont applicables en tout temps, en tout lieu. Sinon, si on dit ça, ça veut dire que l'islam est obsolète. Et on ne peut pas dire ça, parce que dans la mesure où on est croyant et où et dans la mesure où on a une certaine maîtrise des textes, on voit que cet islam s'est appliqué
tout au long de l'histoire et qu'il n'y a aucune raison à ce qu'il ne s'applique pas aux juifs. C'est juste qu'aujourd'hui, dans l'islam, il y a des éléments qui dérangent le capitalisme et un certain nombre de choses. Juste et une pour question, revenir à une question. Et pourquoi est-ce qu'on peut avoir, ou certaines personnes peuvent avoir l'impression que la femme dans le monde arabo-musulman a droit à moins de respect que la femme dans d'autres pays musulmans qui seraient, par exemple, situés en Asie? Ça, c'est la preuve que c'est culturel. Qui sont musulmans aussi. Ouais. Les Malaisiens, les Indonésiens sont musulmans, les Turcs aussi. Ça, c'est purement culturel. Pour moi, c'est pas une question de débat. Si on va, par exemple, tout à l'heure, vous m'avez dit, on va parler de la loi. Si on va parler de la loi, c'est le contexte marocain. C'est-à-dire que cette loi doit être adaptée au contexte marocain. Avant d'arriver à cette loi, une petite réaction par rapport à Rachid et par rapport à Iman. Par rapport à Iman, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on doit être positiviste. Et c'est beau, c'est magnifique, c'est joli. Mais le positivisme, aujourd'hui, d'un point de vue... dans l'épistémologie, il est un petit peu dépassé dans la mesure où même les positivistes reconnaissent qu'il y a une interaction entre l'objet de recherche et le chercheur. Ce chercheur ne peut pas être un ange. Il ne peut pas être sans émotion. Il ne peut pas faire abnégation, abstraction de tout ce qui l'entoure. Donc, du coup, on est dans le post-positivisme. On reconnaît qu'il y a une certaine influence du contexte sur le chercheur, mais on essaie de s'extraire au maximum par la méthode scientifique, c'est-à-dire on met en place une hypothèse, on teste l'hypothèse par des pratiques, par des études empiriques qui sont de toutes les manières toujours limitées et circonscrites, et ensuite on sort une théorie, et une théorie n'est scientifique que dans la mesure où elle peut être contredite. Voilà, c'est le post-positivisme, c'est ce qui permet de faire évoluer la science. Et le plafond de verre dont vous avez parlé, il est très important, mais là, je dirais qu'il n'est pas seulement déterminé d'un point de vue social, dans la mesure où le plafond de verre, il y a d'autres études qui ont été faites en Occident aussi et qui montrent qu'il y a des choses qui sont intrinsèques à la femme qui font qu'il y a plafond de verre. Par exemple, quand vous voyez les sociétés du CAC 40, quand on fait une étude sur les sociétés dirigées par les femmes par rapport à celles dirigées par les hommes, tiens, les sociétés dirigées par des femmes sont plus performantes. Est-ce que ça veut dire que les femmes sont plus performantes? Grand point d'interrogation, on ne peut pas faire ce raccourci. Pourquoi? Parce que les sociétés qui sont dirigées par des femmes, en général, ces femmes ont brisé le plafond de verre. Mais pour qu'une femme brise le plafond de verre, ce n'est pas le même processus personnel que l'homme. L'homme, si vous lui proposez demain d'être PDG, il vous dit, il n'y a pas de problème, allez-y, on y va. Et l'homme prend des risques. La femme n'aime assumer un poste que quand elle est sûre de pouvoir faire la tâche. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de candidats au poste PDG de femmes que d'hommes. Ça, c'est un point sur le plafond de verre. Pour revenir à la question de Rachid. Une affirmation forte, quand même. Ça, c'est une étude de Accenture et il y en a d'autres, je peux vous les amener. Des études, il y en a de tous les côtés, contradictoires, comme vous voulez. Je veux dire. Alors, concernant ma dernière... mais on est dans les sciences sociales, de toute façon, il n'y aura jamais un avis juste et tranché et déterminé. Alors, dernière réaction par rapport à ce que disait Rachid, effectivement. Alors, est-ce que celui qui a transmis l'histoire détient le pouvoir? L'histoire nous montre que c'est faux. Pourquoi? Parce que ceux qui ont transmis le hadith de l'imam Malik, l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Nasa'i et tous les imams du hadith, en général, soit ils ont été tabassés, soit ils ont été tués, soit ils ont été fracassés. Ça, c'est pour les imams du hadith. Maintenant, quand on va parler du fiqh, ça c'est autre chose. Ah non, moi je parle de ceux qui ont transmis. Oui, peut-être que la société. Moi je me positionne par rapport à l'individu. Les livres aujourd'hui, nous on est malikite au Maroc, on a le mot de l'imam Malik. L'imam Malik, on sait quelle a été son histoire. Alors ceux qui ont transmis les interprétations, est-ce que les femmes n'ont pas transmis les interprétations? Ça c'est pas vrai, parce que Aïcha radiyallahu anha, elle était moufti aussi. Salama aussi, elle a donné des fatwas. D'ailleurs, Zarkashi, il a écrit un livre sur 50 questions sur lesquelles al-isaba fi mastadrakatu Aïcha ala sahaba. Il y avait des divergences. Voilà, donc ça c'est juste pour dire que les femmes aussi ont participé au champ. Le problème n'est bien évidemment pas le Coran, mais beaucoup plus ce qu'il y a à côté, c'est toute une culture. Je ne parle pas du Coran et des hadiths, là je parle de certaines affirmations historico-sociologiques qui ont été dites, c'est tout. Alors, la construction du sens sur les hadiths, là il y a une méthodologie, c'est une science derrière, on ne peut pas rentrer dans cette science et dire que... Humaine. C'est bien sûr, c'est une science humaine. D'accord, donc il y a une marge d'erreur. Ah oui, complètement, bien sûr. Mais de toute façon, comme l'a dit l'imam Shafi'i, il n'y a pas un livre qui est 100% juste. Alors, d'accord, il y a une erreur. Je vais vous laisser potentiellement, il est possible qu'il y ait un hadith faux. D'accord, mais pourtant le débat est systématiquement fermé dès qu'on parle de femmes. Il est fermé, je vais vous dire pourquoi. Parce que le débat... Non, je vais vous dire pourquoi il est fermé. Parce que quand on lance ce débat dans la sphère publique, les gens vont commencer à se dire « Ah, attention, maintenant tu me dis ça al-Bukhari, il y a des hadiths faux dans le Bukhari. » Or, les savants connaissent les hadiths faux dans le Bukhari, ils sont à peu près 10 sur 2700, ça fait 1%, ça fait 0,3%. Donc voilà. Bref, dernier point. Là, il faut que je réagisse. 30 secondes et j'ai terminé. Par rapport à la première génération qui a transmis les hadiths, Ibn Abbas et Abu Huraira ont été privilégiés, pas spécialement. Aïcha radiyallahu anha, elle a transmis plus de 2000 hadiths. 2000, vous savez c'est quoi 2000 hadiths? C'est plusieurs volumes de livres.
les Israélites et les hadiths forgés, ils sont là. Mais heureusement qu'on a une science pour les discerner. Sinon, on serait mal en point. Sinon, on serait plein de hadiths faux. D'ailleurs, moi, je reçois des WhatsApp du matin au soir avec des hadiths qui n'existent pas. Parce que tous les jours, on peut inventer des hadiths. Mais heureusement, on a une science derrière qui nous permet de discerner. Oui, mais la société n'est pas le réceptacle, justement, Au final, l'imam Dahabi, il a dit qu'à peu près, on est à 4000 hadiths authentiques. L'imam Dahabi, vous savez, c'est quel siècle? C'est pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, c'est à peu près le 7e, 8e siècle. Après toutes les études des savants des hadiths, etc., et lui c'était un muhadith d'ailleurs, il arrive à la conclusion qu'on est à peu près à 4000 hadiths authentiques. C'est à peu près l'imam Bukhari en 2700. Quand on additionne, c'est pas parce qu'un savant... Alors déjà, il faut savoir qu'avant, quand il disait hadith, il disait chaîne de transmission. Très bien. Donc quand je connais un hadith avec 40 chaînes de transmission, ça veut dire que j'en connaissais 40. Très bien. Parce qu'on va parler de la loi. Si on a le temps, Rachid Belba, enseignant-chercheur très rapidement. Rapidement, je voudrais juste lui expliquer. Quand je dis qu'en fait, la transmission de l'interprétation des femmes, c'est comme construction du sens. Je ne parle pas... C'est une tradition qui va trouver son chemin dans le processus historique. Ce qu'on a dit après que Aïcha a transmis 2000 hadiths, il faudra le prouver. Oui, c'est juste dans les textes. Il y a eu dans les textes, on dit que Aïcha a transmis 2000 hadiths. Il faudra le prouver. Mais l'important, moi, je parle pas des individus. Je parle d'une tradition. La tradition... C'est comment déconstruire finalement cette tradition. Parce que, regardez, par exemple, on n'avait pas de femmes... Une tradition de transmission du sens faite par les femmes. C'est ça ce que je veux dire. Une tradition de transmission du sens faite par les femmes. Je suis dans cet ordre-là. Je ne parle pas des individus quand je parle. Mais je donnerai un exemple. Souvent, on le trouve dans Sahih Bukhari. Dans Sahih Bukhari, il y a plus que 4000 hadiths. 2700. Sans répétition. 6000 à peu près avec les répétitions. Oui, alors quand on rentre dans ça... C'est la science. Non, il faut être précis. C'est la science. C'est l'important. Mais vous savez très bien, en fait, la question, elle se pose. On le sait tous. La question se pose. Mais l'important, c'est que si vous prenez par exemple, je donne un exemple du texte et un exemple de la réalité. Un exemple du texte. Alors, on met dans la bouche du prophète de l'islam l'idée qu'il était sorti une fois. Donc on indique un certain contexte, et il s'est retrouvé dans une société de femmes, et il leur a dit, allez-y, priez beaucoup, parce que les femmes sont en enfer, et les femmes sont naqisat aql, et. Alors imaginez... Mais c'est ça qui fonde aujourd'hui la conscience collective dont on parlait dans les Et après, on sait très bien que le rapport que le prophète Mohammed avait eu avec ses épouses était un rapport d'égalité, un rapport de négociation, de discussion, dans toutes les matières. Alors, imaginez qu'il va rentrer voir Aïcha, qui avait une personnalité très forte, ou Hafsa, ou Samama, ou Rayhana, qui était très récalcitrante, ou Zaynab, et il va leur dire ça. C'est impossible. Donc, du coup, on comprend qu'au niveau du hadith, il y a beaucoup de construction. Il y a un autre exemple sur lequel on pourrait travailler. Tous les hadiths qui transmettent du récit, qui nous parlent d'une situation donnée avec des personnages donnés, et on essaye de déconstruire ça. Comment on a fabriqué ce récit? Comment on a intégré tous ces personnages? Et comment on a fait pour mettre de la cohérence dans le sens? C'est là où il y a du travail, c'est là où ça devient intéressant. Je crois qu'on ne remet pas en cause le travail des gens du hadith, al-hadith, et celui des fuqaha, des savants. Mais on pose des questions. Je crois que c'est très important. Alors je donnerai un autre exemple. Je donnerai un autre exemple de la réalité. L'exemple de la réalité, il est tout simple. Est-ce qu'on a marginalisé les femmes ou pas en matière d'instruction, en matière de partage des tâches politiques et des tâches sociales? Est-ce qu'il n'y a pas eu de marginalisation? Ça, c'est la question qu'on se pose. Manifestement, non, mais cette question à tout le monde. Mais l'important, c'est ça. Est-ce qu'il y a? Pour quelle raison? C'est tout simple, c'est ça la réalité. Quand est-ce que la femme, elle a eu beaucoup plus de droits au niveau de l'instruction, l'accès à l'école, la mixité? Là, je crois que c'est des questions très importantes. Et on se dit, alors... Dans des sociétés comme celle du Maroc,
Est-ce que c'est l'islam qui en est la cause ou une certaine conception des rapports sociaux qui ont été définis sur la base de certaines normes religieuses? Je crois que c'est là où il y a la question. Rachid Achachi, Je pense chroniqueur du Sardio. que les normes ont précédé la formulation religieuse, qui ne vient que légitimer telle ou telle organisation sociale. Parce qu'effectivement, le fait de dire que les femmes ont été marginalisées, je pourrais dire qu'avant la modernité, les femmes n'ont jamais été marginalisées par rapport à la question politique. Non pas qu'elles ont eu un pouvoir égal aux hommes, mais que le fait de dire qu'elles étaient marginalisées, ça veut dire qu'elles avaient exprimé le désir d'accéder aux politiques, à l'instruction ou à autre chose, et que les hommes leur ont interdit cela. Or, ce désir du sujet de la femme moderne, en tant que celui qui veut accéder à la même chose que l'homme et aux mêmes privilèges que l'homme, est une conception moderne. Oui, mais cette femme a eu le droit déjà à exprimer sa volonté d'intégrer. Croyez-moi, les femmes étaient beaucoup plus puissantes que vous ne le croyez, historiquement. Et ça avait beaucoup plus d'influence sur les hommes également que l'on ne le croit. Et c'est toujours le cas. Quand vous voyez un roi, il faut voir sa mère. En général, historiquement, c'est vérifiable. D'accord, c'est et toujours quand la mère qui décide. Et quand on veut épouser un homme, il faut demander après sa mère. Je suis d'accord. Voilà, d'accord. Et puis même le choix de la femme. Effectivement, la femme allait le hammam, elle regardait et puis elle disait tu peux ou tu peux pas. Il y avait également un filtre qui se ferait par la femme. Mais bon. Un enfant de 6 ans, est-ce qu'on a le pouvoir de décider et de demander? Oui, mais même un garçon de 6 ans n'a pas le pouvoir de décider. Même un garçon de 6 ans n'a pas le pouvoir de décider. Mais l'important, c'est le parent qui décide et du coup, il envoie le garçon. Non, écoutez, pour revenir aux fondamentaux, très rapidement, pour le laisser finir. Pas fini. Pour revenir aux fondamentaux, la question de l'imaginaire et de l'inconscient collectif et la question de l'organisation des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Là encore, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire, c'est pas les hommes qui ont délibéré et décidé que la femme allait faire la cueillette de baies et que les hommes allaient chasser. Il y a un impératif d'organisation économique et sociale qui fait que, vous imaginez mal, une femme enceinte de 8 mois allait chasser le mammouth. D'accord. Ou une femme qui allait des enfants allait également chasser le gibier. Donc il y a une complémentarité dialectique qui est au commencement de l'humanité, qui ne se traduit pas par une hiérarchie, mais qui se traduit par un impératif de survie et qui façonne petit à petit un inconscient collectif qui va servir jusqu'à aujourd'hui, en partant de l'idée que l'homme est la lance, et que donc l'en dehors, et que la femme est le recueillir, et que la femme également, biologiquement, est un être très tactile. Là, on ne va pas entrer dans le débat scientifique, on n'a pas avec nous des endocrinologues et des scientifiques dans ce domaine-là. Mais il y a tout un ensemble de déterminismes relatifs déjà au pôle biologique, et puis un autre déterminisme en tant qu'éco-historique d'une structuration sociale qui a une autre temporalité. Et l'imaginaire, il y a différents paliers en profondeur. Il y a l'inconscient individuel, c'est vos traumatismes, vos expériences vécues, etc., qui vont façonner votre inconscient, votre surmoi, etc. Il y a le pôle biologique qui s'exprime à travers le ça, en partie, mais également un inconscient collectif qui est constitué d'archétypes, non seulement relatifs à votre... mais par toute l'humanité. C'est des archétypes primordiaux qui sont universels. Jung les décrit très bien. Et d'ailleurs, Jung parle du principe féminin, principe masculin, l'animus et l'anima, en partant du fait que l'homme n'est pas un homme en tant qu'il est intégralement homme, mais il est un homme en tant qu'en lui il y a une prédominance du principe masculin sur le principe féminin. Et la femme, inversement, une prédominance du principe féminin sur le principe masculin. Donc on ne peut pas évacuer tout cela et établir non pas une égalité ou une inégalité, mais une équivalence entre l'homme et la femme à tous les niveaux, alors qu'il y a des différences structurelles, même au niveau de l'imaginaire de chacune d'eux. D'où le fait qu'il y a un autre féminisme, le standpoint féminisme, qui part d'une épistémologie en partant du fait que l'homme, en tant que genre, que la femme en tant que genre, ont deux logos différents. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas le monde, les choses de la même manière, et que partant de là, leur lutte en tant que mouvement féministe n'est pas l'équivalence avec l'homme ou l'égalité avec l'homme, mais tout simplement que l'homme comprenne le désir d'expression souveraine de la femme du monde. Et que quand l'homme explique à la femme quelque chose, il l'explique en partant de son logos d'homme, qui n'est pas forcément le logos de la femme, et qui n'a pas de leçon à lui donner par rapport à des choses qu'elle peut comprendre, elle, à partir de son propre paradigme. Donc là, déjà, c'est plus intéressant. Donc on peut introduire l'anthropologie, on peut introduire une pluralité de choses, en parlant de l'épistémé de chacune d'elles. Et pour revenir à la femme actuellement au Maroc, et là, l'harcèlement, les violences, etc., là encore, ce n'est pas une crise ou le retour du religieux qui amène l'harcèlement dans la rue, mais c'est une crise du modèle patrilinéaire dans le monde arabe globalement et au Maroc en tant que périphérie. Double périphérie. Amazigh, on est le socle de la mazérité aujourd'hui. Enfin, l'Algérie, c'est compliqué, la Tunisie, et puis du monde arabe en tant que composante de notre identité plurielle. Et que dans ce schéma-là, naturellement, quand on a une structuration des ménages dans la paysannerie ou dans la société traditionnelle, qui est bâtie autour d'une logique communautaire,
où on a les enfants de sexe masculin, quand ils grandissent et se marient, ramènent leur épouse dans le périmètre de l'autorité paternelle, dans un ménage complexe à 3 générations. Effectivement, l'individu n'existe pas en tant qu'être autonome. Effectivement, c'est structuré autour des hommes, avec une endogamie, naturellement, qui établit une norme où l'homme ne choisit pas la femme, où la femme ne choisit pas l'homme, où la coutume choisit pour tout le monde. Dans ce schéma-là, pour reproduire ce modèle patrilinéaire, très volumineux, très dense, très complexe, il faut une fécondité extrêmement élevée. Donc on pourra avoir la garantie d'avoir assez d'enfants de sexe masculin pour pouvoir reproduire le modèle. Or, avec la transition démographique, dans notre cas, Emmanuel Todd l'explique très bien, Youssef Courbet et Emmanuel Todd dans plusieurs livres, indépendamment de l'autre démographe, c'est que quand la fécondité descend en deçà de 3 enfants par femme, là le modèle patrilinéaire entre en crise avec des réactions de violence en tant qu'il perd le contrôle sur la structuration autour des hommes et pas autour de l'homme, ce qui ne veut pas dire la même chose, et qu'il entend la reconquérir sur le champ public par de la violence symbolique, verbale ou même physique. Et qu'aujourd'hui au Maroc, on est au niveau d'une fécondité qui est très proche du taux de remplacement qui est de 2,1 enfants par femme. Ça veut dire quoi que l'on ait une fécondité de 2 enfants par femme? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ménages qui acceptent de ne pas avoir de garçons. Parce qu'il y a beaucoup de ménages qui ont 2 filles. Et le fait qu'ils soient arrêtés à 2 filles, c'est qu'ils ont abandonné l'idée de continuer d'essayer jusqu'à avoir un garçon. Ce qui fait qu'il y a une mutation profonde au niveau de la mentalité. Seulement ceux qui ne l'acceptent pas au niveau de la conscience collective, en tant que mouvement d'idées ou idéologie. Naturellement, ne pouvant le retrouver sur le terrain objectif de la famille, en raison d'une incapacité aujourd'hui à avoir une fécondité de 7 enfants par femme. Ils cherchent à le retrouver au niveau symbolique. Et là, le religieux devient un alibi, tout simplement. Où effectivement, on va tronquer des textes, on va isoler un texte, on va lui tordre le cou pour le rendre adéquat à un sentiment d'angoisse et de perte de contrôle des hommes, pas de l'homme. Parce qu'il faut comprendre que dans les sociétés patrilinéaires, il n'y a pas que les femmes qui sont contrôlées par le groupe, mais même les hommes sont contrôlés par le groupe. Même les hommes sont situés par rapport au groupe, pas uniquement les femmes. Qui aujourd'hui a la responsabilité, selon vous, au Maroc, pour essayer de rectifier le tir? Alors, l'État, par rapport à la démographie, par rapport à la... Mais la question n'est pas là. Vous comprenez, Rachid, on a mis longtemps avant d'avoir des femmes adoules. On a pris beaucoup de temps avant que la femme ne puisse se divorcer ou demander le divorce. Vous comprenez, c'est un certain nombre de choses sur lesquelles peut-être on aurait pu avancer plus rapidement. Là encore, il y a un problème de temporalité. Si vous dites qu'on a mis trop longtemps, c'est-à-dire vous adhérez à une lecture vectorielle du temps, qu'il y a une flèche du temps et qu'on a un rendez-vous avec l'histoire et qu'on perd du temps à freiner ces dynamiques-là. Non, c'est pas ça que je voulais dire, Rachid. C'est simplement. Mais c'est normal, il y a une temporalité à respecter. La demande du divorce ne pouvait être formulée il y a encore quelques années avant la nouvelle Moudawana que par l'homme. Et donc à partir de là, je me dis que le Coran n'interdit pas à la femme de demander le divorce. Et on a mis trop longtemps avant d'appliquer ce qui est expressément. Mais parce que ce qui dominait au niveau normatif. C'est clairement dit dans le Coran. C'est clairement dit dans le Coran. Et des femmes au niveau, au temps du prophète, l'ont déjà demandé ce divorce-là et l'ont obtenu. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on a perdu du temps à mettre en place juste la parole divine. Je finis parce que je n'ai pas fini l'idée rapidement, très rapidement, parce que je n'ai pas fini l'idée. Mais pour une raison très évidente, c'est que la force normative qui était en mouvement au Maroc avant l'Obnouwana n'était pas l'islam, mais était la structuration anthropologique telle qu'héritée au niveau de l'imaginaire et qui n'existe plus au niveau réel, parce qu'on a nucléarisé les ménages, qui a continué à agir et à freiner. Mais à freiner quoi? À freiner une modernité qui est également à refuser. Je veux dire, les deux sont à refuser. C'est-à-dire la forme contingente de la tradition qui refuse le mouvement dans son propre mouvement, automouvement, et une modernité qui tire vers une situation qui est délétère et qui fait qu'on est piégé entre les deux, pris en otage entre les deux. Et le dernier point par rapport à la question du plafond de verre, je suis désolé, mais il y a des études également, même aux États-Unis, qui ont été menées. Alors, je donne un exemple sans étude. Est-ce que les entreprises américaines ou européennes, où la DRH est une femme, il n'y a pas de plafond de verre? Très bien. Ou la PDG est une femme. Donc la question n'est pas là, c'est pas les hommes qui établissent un plafond de verre par rapport aux femmes. Mais n'empêche que c'est un phénomène qui est observable. Mais c'est le capital qui établit par rapport aux femmes. Et quant à la question de l'harcèlement, là par contre il y a une étude aux États-Unis qualitative et puis avec une interprétation, où la question de l'harcèlement sur le lieu de travail, je parle pas sexuel, mais verbal, insulte, humiliation. La majorité des cas d'harcèlement qu'ont subi des femmes provenaient d'autres femmes. Très bien. Iman Sharhaddin, docteur en management interculturel. Oui. Je ne sais plus quoi dire, je voulais dire tellement de choses et puis j'étais réprimée. Vous avez été réprimée. En plus, c'est la seule femme autour
la table. Voilà, On exactement. va nous accuser d'être Non, je souhaitais misogyne. rebondir sur un élément très important, c'est-à-dire à partir de quel moment les femmes étaient marginalisées ou pas. Peut-être oui, on a mis du temps au Maroc pour ne pas, disons, pour accorder aux femmes plusieurs éléments, mais il faut aussi situer les éléments au niveau de l'historicité. Il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même une bonne période de colonialisme et suite à cela, on a eu ce qu'on appelle le droit musulman qui n'existe pas, juridiquement parlant. Mais, enfin, juridiquement parlant, plutôt, il existe. Mais au niveau de la religion, ça n'existe pas. Nous avons le texte sacré, le Coran, nous avons le hadith, le qiyas, le ijtihad, et ce sont des éléments qui échappaient aux colonisateurs français. Comment on va faire pour institutionnaliser tout ça, faciliter, synthétiser? Automatiquement, il va falloir faire des abstractions. Et au niveau de ces abstractions, il fallait encore une fois mettre en avant l'enjeu politique. Et cet enjeu politique, il est supposé nous faciliter les choses, rendre la tâche facile et rendre les choses pratiques et usuelles. Going to the point. On ne va pas aller trébucher dans le pourquoi, comment, est-ce qu'elle a 10 enfants, 16 enfants, etc. Et ce droit musulman qui n'existe pas dans la tradition musulmane, et d'ailleurs, Madame Le Marabout l'explique pédagogiquement d'une manière extraordinaire au niveau du texte Femmes et Islam, les questions qui fâchent. Ah oui, elle fait pas mal de promotion aujourd'hui. Hein. Non, mais parce que franchement, c'est un référentiel c'est un référentiel personnellement que j'apprécie. Que je recommande, mieux encore. Ouais. Et puis, autre chose, je reviens juste sur le fait que l'importance de la neutralité est vraiment importante dans la lecture des textes. On ne peut pas, c'est un fantasme. Là, mais c'est pas un fantasme, il y a un effort à manifester, parce que sinon, on va retomber dans ce qu'a dit Rachid tout à l'heure. Si on s'extrait de toute contextualisation. Non, mais comme ce qu'a dit Rachid tout à l'heure, entre la différence de celui qui reçoit le texte, qui le transmet, qui l'exécute, etc., il y a un paquet de passages. Et à travers chaque passage, si on va mettre et les motifs, et les hormones, et la représentation sociale de chacun, et comment le logos de la femme et le logos de l'homme s'interpellent et interagissent et sont contre ou pour, là, on ne va pas s'en sortir. Donc, du coup, pour un seul texte, nous aurons 36 000 explications, interprétations, et là, on ne va pas s'en sortir. Au lieu d'aller de l'avant et de se baser sur le texte sacré, au contraire, on va faire du texte sacré la source d'un paquet d'émergence. Et dernier point. Qu'en islam, on n'a pas de clergé, donc c'est un peu difficile d'unifier un petit peu la chose. Absolument, tout à fait. Mais pas dans heureusement ou malheureusement. La question restera mais il n'y a pas de clergé en islam. Non, on est bien d'accord, j'ai pas dit une énormité quand même. Probablement, heureusement, je dirais, parce que ça nous permet quand même une latitude par rapport au texte. Vous ne pouvez pas interpréter vous-même en tant que profane et qu'il y a des gens qui sont chargés de le faire. C'est toute la question. Elle n'est pas structurée politiquement. Oui, mais si je n'ai pas les outils pour, je ne peux pas me permettre. Si je n'ai pas les outils, je serai dispensable. La question n'est pas de la légitimité, mais est-ce qu'il existe ou pas. 15h29, ça sera le mot de la fin. Je vais faire un dernier tour de table. Tout le monde aura la parole. Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines, mais vraiment très rapidement. Pour la question de la responsabilité. Vous savez, il y a la responsabilité politique des pouvoirs publics. Elle vient d'en haut. C'est elle qui met des lois ou qui pousse pour qu'on réforme ou qu'on fasse. Mais je crois que le plus important, il vient d'en bas. C'est la mobilisation d'en bas qui fait que ceux qui sont en haut prennent des décisions. Et quand j'ai parlé tout à l'heure d'instruction, peut-être marginalisation, on peut revenir sur ça. Je crois que le jour où les femmes, je parle du Maroc, le jour où les femmes, au moins depuis les années 90 et surtout les années 2000 avec la réforme de la Medouana, et on continue jusqu'à la loi de février 2018, je crois que le jour où les femmes marocaines, sans qu'il y ait d'obédience politique ou idéologique donnée, elles se sont mobilisées pour faire évoluer les choses, je crois que les choses ont évolué sans qu'il non, mais au moins elles ont permis une évolution des choses sans qu'on se retrouve dans une société conflictuelle. C'est-à-dire que la majorité de la société, elle accepte ces réformes et la société, elle s'adapte dans le respect des valeurs, tout simplement. Mais je crois que la décision vient de haut, mais la mobilisation
vient d'en bas. Et je crois que finalement, c'est pas les hommes qui ont permis d'avancer dans le dossier de la femme, c'est les femmes elles-mêmes. Elles se sont instituées comme sujet. Et là, je suis un peu par rapport à Rachid. Aujourd'hui, elles sont en train de s'instituer en tant que sujet. Mohamed Talal Ahlou, entrepreneur et consultant pour le mot de la fin. On n'a pas parlé finalement de cette loi, vous me direz, mais on en parlera une autre fois. Je voulais donner une parenthèse sur la loi avant de réagir, c'est que selon moi, on n'éduque pas une société avec les lois. On l'éduque d'abord avec l'école et avec les médias, parce que la loi, d'abord, nul n'est censé ignorer la loi, mais la réalité est tout autre. Et deuxièmement, qui va comprendre les tenants et les aboutissants de la loi, et encore moins les décrets d'application. Donc selon moi, si éducation il y a et sensibilisation il y a, je suis tout à fait d'accord que l'intégrité physique de la femme n'a pas à être approchée, et ces éléments qui permettent à la femme de porter plainte, je suis tout à fait d'accord. Je ne rentre pas dans les détails, je parle d'une manière générale. Et parce qu'il y a des gens qui ne sont pas polis dans la rue, il y a des gens qui dépassent les limites, et donc ces gens-là doivent être un petit peu mis en face de leurs responsabilités. Maintenant, dans la loi, il y a la question de darar nafsi, et ça par contre, ça peut donner lieu à un certain nombre de dérives. Et une dame qui n'est pas d'accord avec vous peut vous dire que vous lui avez pratiqué une violence psychologique. Donc j'aimerais bien savoir comment vont discuter les décrets d'application sur cet élément. Pour la réaction, moi je suis d'accord qu'on pose des questions. Ce qui dérange, c'est quand on n'est pas spécialiste d'un domaine, qu'on pose des opinions. Par contre, les questions, elles sont très saines. Et moi, je suis tout à fait d'accord à ce qu'il faille continuer de poser des questions. Mais si maintenant on va commencer à poser des questions par rapport à des choses qui émanent de l'ignorance, parce que des gens ont compris de ce hadith, des gens qui sont profanes ont compris de ce hadith ceci, que effectivement c'est ceci, moi je vais vous donner un exemple. Dans le Coran, il y a un verset mais qui a une fois sans avoir fait une mauvaise ou deux mauvaises choses dans sa vie. C'est pour ça qu'Abu Bakr Siddiq a posé la question au prophète. Il a dit Dolm ici, dans ce verset, c'est shirk. Donc on ne va pas commencer à vouloir comprendre les textes sans avoir le substrat nécessaire par rapport à ces textes. Et au final, moi, ce que je considère, c'est que le problème, c'est l'instrumentalisation de la religion, comme a dit Rachid Al-Shahashi, pour lutter contre une angoisse qui n'a rien à voir avec la religion. Les hadiths, quand on les lit, ceux qui sont authentiques, ils montrent la place de la femme et l'estime de la femme, voire sa supériorité